bonsoir. Merci de suivre ce live Studyrama TV, consacré ce soir à la préparation des oraux pour l'admission dans les grandes écoles. Alors, pour nous parler de ce sujet des oraux, qui est une source d'angoisse, de stress parfois, nous recevons Marc Gibia, qui est directeur du programme Grande École de l'ESC Dijon. On va parler des oraux. Quand on parle des oraux, est-ce qu'on fait déjà une différence entre les oraux pour les admissions sur titre et les oraux pour les préparationnaires? Pour ce qui concerne Dijon, mais pour les écoles en général, le scénario est le même. Pour ce qui est de Dijon, c'est un scénario d'entretien qui va être centré sur le candidat, sur son parcours académique, son parcours extrascolaire, sur ses projets de formation et projets professionnels. Certaines écoles, et je conseille là les candidats d'aller sur les sites des différentes écoles pour regarder précisément quel sera le scénario de l'entretien. Certaines écoles font un choix d'entretien collectif, font le choix pour certaines d'entre elles de laisser la main au candidat pour qu'il questionne les membres du jury. D'autres vont mettre en place au préalable un exposé de culture générale. Nous avons fait le choix de consacrer la totalité de notre entretien sur le candidat puisque ça nous semble être la question vraiment centrale. Alors concrètement, justement, comment ça se passe cet entretien, puisque vous avez une partie orale, entretien, puis une partie épreuve en anglais. On imagine que l'épreuve anglaise, c'est assez classique. Voilà, l'épreuve en anglais, que ce soit sur admission parallèle ou sur les classes préparatoires, consiste en l'écoute d'un texte. Et puis ensuite, le candidat a une vingtaine de minutes pour préparer une restitution de ce qu'il a compris du texte. Ça sera la première partie de l'épreuve d'oral en langue anglaise, mais aussi en seconde langue. Et puis ensuite, le jury va dériver sur d'autres dimensions que simplement le texte qu'a écouté le candidat. Pour ce qui est d'entretien de motivation et de personnalité qui constitue la deuxième partie de l'oral, eh bien le candidat… Quel élément clé? Voilà, quel élément clé, puisque que ce soit sur admission parallèle ou sur le concours BCE, c'est un coefficient 20 sur 60 au total. Ça veut dire que le candidat doit prendre conscience qu'il joue un tiers de son concours durant cette demi-heure avec les membres du jury. Mais vous allez stresser les candidats là. Alors, je les stresse parce qu'effectivement, il y a un poids qui est important. Et très souvent, j'interviens notamment en classe préparatoire, leur demandant s'ils ont proportionné durant les 2 ans qui viennent de se passer le temps de préparation au coefficient au concours. S'ils ont un coef 5 en maths, est-ce qu'ils ont passé 4 fois plus de temps à préparer l'entretien qui en vaut 20 plutôt que des profs de maths? Ils me répondent non et je pense qu'ils ont raison d'avoir consacré beaucoup de temps à l'épreuve de mathématiques. Et pour autant, j'observe encore trop souvent des candidats arriver avec un niveau de préparation qui me semble assez faible alors qu'ils ont, j'en suis convaincu, connaissance des questions qu'on va leur poser qui sont au nombre de 4 ou 5. Trait de personnalité, qualité et défauts, parcours jusqu'à ce jour, parcours de formation à venir et projet professionnel. Et très souvent, le candidat me semble un petit peu court sur ces questions qu'il sait qu'on va lui poser. Pourtant, on peut considérer qu'en règle générale pour les entretiens, les préparationnaires sont beaucoup plus entraînés que les admis sur titre. Alors, avec presque des réponses toutes faites parfois. C'est vrai. Alors parfois, effectivement, ne le sont-ils pas trop? C'est-à-dire qu'ils arrivent avec des réponses un petit peu toutes faites, qui ne sont pas nécessairement les leurs, qu'on leur impose, à tort ou à raison, de façon pertinente ou non. Notre objectif, c'est de créer un climat de confiance avec le candidat et de faire en sorte de ne pas le déstabiliser. Quel est l'intérêt de déstabiliser un candidat si ce n'est que de le pousser à perdre pied, et quand il perd pied, il peut difficilement s'exprimer naturellement et spontanément. Or, notre objectif, c'est de le découvrir. Et la meilleure façon pour nous de le découvrir, c'est d'avoir avec lui un échange qui soit constructif et sélectif. Je pense que c'est un des éléments à retenir de ce chat-là. Constructif rime avec sélectif, là où encore beaucoup d'écoles laissent à penser qu'il faut aller tester la capacité de résistance au stress du candidat et donc le déstabiliser pour mesurer cette capacité. Ça, ce n'est pas votre cas, mais ça existe ailleurs. Ça existe ailleurs, ça existe de moins en moins, c'est vrai. Et pour ceux qui sont férus de la gestion du stress, il y en a parfois des membres du jury qui nous disent « mais est-ce qu'il ne faut pas aller un peu chatouiller le candidat ?» Je les rassure, j'ai rarement vu un candidat passer la porte d'entrée, rentrer en salle d'entretien en sifflotant et en étant non stressé. Ça veut dire que le candidat va apporter naturellement un stress et ce niveau de stress-là suffit
pour qu'on observe la façon dont il va le gérer. Alors, reprenons les règles de base de cet entretien qui forment finalement l'ossature. Oui. Pour le candidat, des tenues vestimentaires, une manière d'entrer, de dire bonjour, de dire au revoir, de s'asseoir. On a souvent des questions pratico-pratiques, mais qui finalement ont leur importance. Les jeunes filles me questionnant, est-ce qu'il faut que je mette un tailleur? Oui, non. Les garçons me disant, faut-il mettre une cravate? Oui, non. Est-ce que je dois serrer la main du membre du jury lorsque je rentre dans la salle? Je pense que ces questions-là sont des questions qui ont leur importance. Sur la tenue vestimentaire, le conseil que je donne, qui n'est peut-être pas une réponse ferme et définitive, c'est tenue correcte exigée. Alors une fois qu'on a dit ça, mais finalement, qu'est-ce qu'une tenue correcte exigée? En tout état de cause, ce que je dis de façon très claire, c'est que le tailleur n'est pas une obligation pour les jeunes filles et la cravate n'est pas non plus pour les garçons. J'ai vu des candidats se mettre en échec parce qu'ils portaient pour la première fois une tenue vestimentaire dans laquelle il n'était pas à l'aise. Être à l'aise dans sa tenue. Être à l'aise dans sa tenue, avoir une tenue correcte, mais être à l'aise dans sa tenue. J'ai vu effectivement des candidates être très mal à l'aise parce que j'avais cru comprendre que pour la première fois, elles mettaient un tailleur. Des garçons un peu guindés dans un costume parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le porter. Alors, je pense que là, on parlait du stress. Oui. Je pense qu'il est très important que le candidat, par une tenue qu'il n'a pas l'habitude de mettre, que le candidat ne se génère pas un stress. Ce qui est important, c'est d'être bien dans sa tenue. Alors, on est à l'aise, on entre. On est à l'aise, on entre. On frappe. On frappe, voilà. Et là, toute la difficulté commence, si je puis dire. Il va falloir être, et c'est vrai au moment de l'entretien, du début et durant tout l'entretien, à la fois concentré sur ce que l'on fait et observateur de ce que l'on fait. Exemple, trop souvent, je vois des candidats qui rentrent. Quand vous rentrez en salle, c'est le summum du stress. Quand vous êtes au summum du stress, vous ne voyez plus, vous n'entendez plus, vous ne pensez qu'à une chose, c'est de gérer vos stress. Donc, je vois des candidats qui rentrent, qui ne disent pas bonjour et qui vont s'asseoir. Ce que je vous conseille, c'est de respirer juste avant de rentrer et d'avoir conscience que vous rentrez. D'être à la fois concentré sur ce que vous allez dire assez rapidement, mais en même temps d'être conscient qu'il faut être souriant, d'être conscient qu'il faut être avenant, dire bonjour. Et c'est la même chose à la fin de l'entretien. Je vois trop souvent des candidats, une fois qu'on leur dit que l'entretien est terminé, se lever et partir, sans dire au revoir et sans finalement attendre l'autorisation de quitter la salle. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'en faisant le chemin inverse, le stress va tomber. Et effectivement, quand on quitte la salle, le stress tombe. Alors, on est entré, on s'est mis dans cette situation de non-stress, mais chez vous, par exemple, il y a combien de personnes dans le jury? Alors, c'est 2 ou 3, c'est-à-dire un professeur permanent ou un encadrant administratif de l'école et un professionnel qui très souvent est un ancien élève. Pourquoi est-ce qu'un ancien élève? Parce qu'un ancien élève est passé par l'école et d'autre part, il donne un décryptage versant entreprise. Donc 2 ou 3. Et voilà comment ça se passe. On s'assied et on s'assied. Le président de jury rappelle les modalités de l'entretien, sa durée, son scénario. Les membres du jury se présentent. Je pense que là, c'est un principe de politesse qu'on s'impose. On connaît le candidat, puisqu'on a son CV. Ce qu'on souhaite, c'est se mettre au même niveau que le candidat. Dans une négociation, le fait de connaître l'autre vous met effectivement à un même niveau avec votre interlocuteur. Et c'est pourquoi on débute par la présentation du scénario de l'entretien et par la présentation des membres du jury. Et là aussi, deuxième conseil, je pense qu'il est très important d'écouter les membres du jury se présenter. Quelle est la fonction de l'ancien? Dans quelle entreprise travaille-t-il? Le professeur est-il un professeur en finance ou en marketing? Parfois, il nous arrive à la fin de l'entretien de proposer au candidat de poser une question. Et très souvent, la question type, c'est mais quelle est votre fonction? Alors que finalement, c'est un point qu'on a abordé il y a 30 minutes, mais le candidat n'était pas concentré, il n'a pas écouté. Et ça peut être un élément important pour lui. Si jamais il travaille à l'international ou s'il souhaite demain travailler à l'international et qu'il a en face de lui un jeune qui travaille à l'international, un ancien, ça ne peut que servir son discours. Alors, on nous pose une question. Comment faire face à un jury non réceptif? Encore faudrait-il définir ce qu'est un jury non réceptif? Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais d'échanges constructifs. Et parfois, l'échange constructif se traduit par une forme de neutralité chez les membres du jury. Pas de critique, pas de questions déstabilisantes et en même temps une posture qui ne renvoie pas d'image trop positive. Donc parfois vous avez un jury, et en général c'est le cas, et qui est plutôt neutre et qui de fait semble ne pas être réceptif. Non, le jury est toujours réceptif, même si par sa position un peu de neutralité, il vous laisse à penser qu'il ne l'est pas. Sophie nous demande si on peut être en désaccord avec le jury. Bien sûr.
Bien sûr que vous pouvez l'être. Je vous donne un exemple. À un moment donné, sans passer un QCM sur l'actualité, on va un petit peu chatouiller le candidat sur son ouverture par rapport à l'actualité. Moi, la consigne que je donne au membre du jury, c'est pas de questions directes de type culture générale. Moi, très souvent, mon entrée en matière est la suivante. Mademoiselle, monsieur, vous avez suivi l'actualité depuis 6 mois. Quel est le point sur lequel vous avez porté une attention particulière? Certains candidats vont dire, moi, voilà, ce qui m'a questionné, c'est l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. C'est un sujet qui m'intéresse. Très bien. Quel est votre avis? Et là, je demande l'avis au candidat. Et posons l'hypothèse que je suis contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne et que le candidat est pour. Moi, ce que j'attends du candidat, c'est qu'il prenne position. Et là aussi, nouveau conseil, trop souvent, les candidats sont mielleux. C'est-à-dire qu'ils se demandent, mais finalement, quelle est la réponse? Voilà. Quelle est la réponse qu'attend le membre du jury? Et moi, je n'attends pas de réponse. J'attends la réponse du candidat. Et notamment, je reviens à la surpréparation des candidats de classe préparatoire qui, très souvent, vont nous faire le classique thèse, antithèse, synthèse. Et finalement, je n'ai pas l'avis du candidat. J'ai un avis qui a rapporté ou un avis qui est mielleux. Moi, ce que j'attends, c'est l'avis du candidat. Et si je ne suis pas en accord avec le candidat, ça ne me dérange pas, à condition que le candidat défende son point de vue. En fait, là, on va être dans du comportemental, puisque en fait, c'est vrai que ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas là pour tester les connaissances, qui a priori, ça a été fait à l'écrit. Ça a été fait à l'écrit. Donc sur la partie orale, ce qui est à la frange de la connaissance, c'est la capacité à structurer son propos. Avoir des réponses concises, des réponses précises, des réponses structurées, des réponses organisées. On va plutôt être sur cette dimension-là, la capacité à structurer sa réponse, sa capacité à argumenter sa réponse, que le kilomètre de connaissance sur la question. Vous avez dit, l'entretien de motivation, c'est 5% de génie, 95% de transpiration. Oui, parce que finalement, c'est d'abord un véritable exercice de concentration. Quand j'ai transpiration, ça veut dire qu'il faut que le candidat sache gérer cette demi-heure-là. C'est aussi beaucoup de travail sur le non-verbal. C'est s'imposer des temps de silence. C'est respirer. C'est regarder les membres de jury. Trop souvent, le candidat va négliger ce qui me semble très très important, c'est la dimension non verbale. Savoir se tenir. Trop souvent, on a des candidats qui sont avachis, ou au contraire, qui ont une posture un peu trop proactive qui va finir par fatiguer un petit peu les membres de jury. Quelle est la bonne position? La bonne position, pour moi, c'est une position qui est, dans 90% des cas, une position plutôt droite, qui peut être une position un peu en recul sur une question un peu difficile. On a besoin d'un petit temps de réflexion, on va réceptionner la question, on a un petit temps de recul, et puis ensuite, on repasse la première, si je puis dire, pour répondre à la question. Et puis parfois, dans les réponses que l'on fait aux questions, on a des éléments qu'on souhaite mettre en avant. Et auquel cas, ça peut mériter, sans toucher à la voix, au son, ça peut mériter une posture un peu plus avancée, mais en général, on va rester plutôt droit. Bien sûr, éviter de croiser les jambes, éviter les tics, tout le monde en a, j'en ai certainement aussi durant ce chat, et c'est aussi toute la difficulté. Pas d'éléments qui viennent parasiter, tous les candidats le savent, une mauvaise forme peut nuire au fond. C'est une bonne élocution, pas trop vite. Tout à l'heure, on parlait du stress, et c'est souvent une question qui nous est posée, comment gérer son stress? On se rend compte qu'un candidat stressé va être surstressé en parlant de plus en plus vite. C'est la problématique de la poule et de l'œuf. Qu'est-ce qui génère le stress? Un candidat qui est stressé, on va lui conseiller de ralentir sa vitesse d'élocution, par exemple. Question qui nous est posée, lorsque vous entrez dans la pièce où va se dérouler l'entretien, est-ce qu'on s'assied sans y être invité? Non. Ce que je conseille au candidat, c'est d'attendre effectivement qu'on lui propose de s'asseoir. Je pense que du côté du candidat, c'est un principe de politesse. Et tout à l'heure, il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est faut-il serrer la main des membres du jury lorsque l'on rentre dans une salle d'entretien? Je le déconseille. Je le déconseille parce que finalement, on ne vous invite pas non plus. Par contre, on observe parfois des candidats nous serrer la main en partant, alors qu'on ne les a pas non plus invités, mais finalement, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on a réussi notre exercice, à la fois nous et le candidat. On a réussi à instruire une relation constructive avec le candidat, et spontanément et naturellement, le candidat va nous serrer la main. En général, quand le candidat rentre et nous serre la main, c'est mécanique, c'est surjoué, c'est pas naturel, et on se met un peu dans une posture de méfiance vis-à-vis du candidat. Justement, là vous l'expliquez, quels sont les autres facteurs qui suscitent spontanément une sorte de méfiance, de défiance ou un peu de recul de votre part? Les comportements qui vous agacent? Il y a un élément
rédhibitoire lors d'un entretien, c'est la malhonnêteté. Et c'est des éléments qu'on perçoit assez rapidement. Et les candidats le savent nécessairement aussi. Lorsque le candidat essaie de répondre à une question alors qu'il n'a pas la réponse, c'est une forme de malhonnêteté. Et moi, je conseille aux candidats, dans ce cas-là, plutôt que de s'enliser, puisque finalement, ce qui se passe, c'est que le candidat s'enlise. Et qui ne l'a pas fait? Qui n'a pas tenté de répondre à une question à laquelle il n'avait pas la réponse? Et qu'est-ce qui se passe? Le candidat hésite, se dit, mais finalement, je réponds pas, je n'ai pas la réponse, et puis il va commencer à répondre. Et pendant qu'il répond, il s'observe en train de répondre. Il dit, mais finalement, ce que je dis là n'a pas de sens, n'est pas percutant. Le membre du jury se rend compte et il rentre dans une spirale un petit peu pervers et il s'enlise. Donc, je conseille aux candidats de faire preuve durant tout l'entretien de transparence et d'honnêteté. On va être très, très vigilant sur ces aspects-là. Est-ce qu'on peut imaginer donner des conseils différents selon qu'on soit un candidat garçon ou un candidat fille? Non. Très sincèrement, non, je n'en vois pas. C'est une question qu'on ne m'avait jamais posée. Pourtant, on m'a posé beaucoup de questions, mais celle-ci jamais. Et très sincèrement, je ne vois pas en quoi je conseillerais différemment une jeune fille d'un garçon. Alors à l'ESC Dijon, mais ça existe aussi ailleurs, vous proposez des jours, des journées de préparation. On a eu une question là-dessus. Le principe, c'est quoi? Est-ce que c'est payant? Est-ce que les résultats de cette journée de préparation, d'abord, sont ouverts qu'aux futurs préparationnaires chez vous? Et est-ce qu'éventuellement les résultats peuvent servir de cette journée de préparation? Est-ce que ces résultats peuvent servir lors de l'entretien oral? Alors, on organise effectivement les 24 et 25 mai à Dijon, dans notre école, les deux journées qu'on appelle les journées CAP oral, CAP vers l'oral. Et pour ceux qui veulent s'inscrire, ils peuvent le faire sur notre site internet. Ce sont des journées qui sont gratuites et on prend en charge le déplacement et l'hébergement des étudiants. On commence le vendredi à midi jusqu'au samedi midi. Et là, on regarde l'entretien sous toutes ses coutures, notamment un élément central de l'entretien qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le projet professionnel. Comment commencer à construire, élaborer, dessiner les contours de son projet professionnel. C'est l'entretien en langue vivante. C'est la préparation psychologique et physique de l'entretien. Comment s'y préparer psychologiquement et physiquement et comment le vivre psychologiquement et physiquement. Et durant ces deux demi-journées, eh bien, on va aborder avec les candidats tous les éléments de l'entretien sous toutes ses coutures. Et c'est un entraînement qui est ouvert à tous nos candidats sur classe préparatoire et en admission parallèle. Et chaque année, c'est gratuit. Chaque année, on a 150 à 200 candidats qui viennent et on se rend compte, puisque derrière, on a une traçabilité, qu'ils performent beaucoup plus à l'oral par ce supplément d'entretien dont ils ont pu bénéficier. Vous parliez de préparation physique, des règles d'hygiène de vie et vraiment à des conseils la veille de l'entretien ou juste avant? Oui, c'est une épreuve physique. C'est aussi, et c'est d'abord une épreuve physique, l'entretien. Et je vois parfois des candidats prendre des risques. Exemple, je vois des candidats qui vont passer 10 ou 12 entretiens. 10 ou 12 entretiens, ça veut dire 10 ou 12 villes dans lesquelles il faut se déplacer avec un effet de fatigue. Je pense qu'il faut être conscient de la fatigue induite par tous ces déplacements. Je conseille sur les oraux en général de présenter 6-7 écoles. Ça me semble un bon volume permettant de maximiser les chances de réussite et d'éviter effectivement la fatigue. Toutes les écoles organisent des événements le soir plus ou moins festifs. Si je puis me permettre, je pense qu'il faudrait éviter de se coucher trop tard. J'ai vu parfois arriver des candidats le matin un peu fatigués parce que ayant mal géré la soirée de la veille. C'est aussi oui, une préparation physique. Je pense que si les candidats pendant les mois qui les séparent, le mois qui les sépare des oraux peuvent faire un peu d'exercice physique, je pense que c'est une bonne chose. Parce que vous avez parlé de soirée la veille, mais on sait que le moment de l'oral est un moment important, à la fois parce que c'est une épreuve, mais aussi parce que c'est un moment de découverte de l'école, de son environnement, et c'est un facteur de choix d'école. Donc c'est vrai qu'on peut se laisser entraîner à découvrir la ville, les associations étudiantes. C'est important de passer du temps dans l'école et dans la ville. Mais il y a effectivement un juste milieu entre je vais sortir le soir au restaurant, je bois un coup jusqu'à 23h ou je rentre à 4h du matin. Je pense que là, il y a un juste milieu. Ah oui, je vous ai demandé tout à l'heure s'il fallait des conseils en fonction du fait qu'on soit une fille ou un garçon. Et on a Cécile qui nous dit, faut-il être maquillé? Ce qui quelque part revient à ma question. Ça renvoie à la question. Mais sur ces questions-là, j'en ai un récemment qui m'a dit piercing ou pas piercing. J'ai eu un jeune homme, apparemment, la barbe de 3 jours est à la mode, barbe ou pas barbe.
Là, c'est pareil, la demoiselle me dit maquillage ou pas maquillage. La décision lui incombe. Si elle a l'habitude de se maquiller, eh bien qu'elle se maquille. Si elle n'a pas l'habitude de se maquiller, ce n'est pas une obligation. Voilà. Être à l'aise, être soi-même, évidemment. Et dans les codes vestimentaires, et je leur présente un petit peu, très souvent les garçons viennent en costume sombre, les filles en tailleur sombre. Une année, je me rappelle très bien, c'est comme si c'était hier, je vois une jeune fille arriver, habillée en vert, jaune, rouge, vert, vraiment très très colorée, très très vive. Et pour autant une tenue très correcte. Et bien cette jeune fille-là a assumé une dimension très créative, très artistique, voulant travailler demain dans la communication, la publicité, les médias. Et il y avait une vraie cohérence entre sa personnalité, sa tenue et son projet professionnel. Alors, on a une question sur la stratégie à l'oral. Lorsqu'on a une école favorite, est-ce qu'il vaut mieux passer l'oral en début, en milieu ou à la fin de son Tour de France? Alors, en général, on va la positionner au milieu ou dans le deuxième tiers. On le voit très très bien pour ce qui nous concerne, sur les 15 jours d'oraux, on va toucher nos étudiants en cœur de cible à peu près vers le milieu ou le deuxième tiers des oraux. Sur le premier tiers, ils sont allés s'entraîner vers des écoles pour lesquelles ils sont candidats, donc sur lesquelles il y a un minimum de motivation, mais qui ne sont pas des écoles cœur de cible. Donc moi, ce que je conseille, c'est effectivement de passer 7-8 euros, je viens d'en parler, et de passer votre école cœur de cible au bout de la 4e ou de la 5e. Après, on risque de basculer vers une mécanique de répétition. Au début, je pense qu'il y a nécessairement 2-3 euros d'ajustement, donc je pense que c'est bien de le passer à ce moment-là. Marc nous demande si la connaissance de l'actualité est un plus. Alors, ça va être abordé de façon directe ou indirecte. Moi, très sincèrement, j'ai fait le choix et je demande à nos membres du jury de l'aborder de façon indirecte. Ça veut dire quoi de façon indirecte? C'est donner la main au candidat et lui proposer d'aller sur un terrain qu'il connaît. Est-ce que ça a du sens de poser une question de culture générale à un candidat? Je pense que non. Je pense que ça n'en a pas, puisque finalement, il ne peut pas avoir réponse à tout. Par contre, moi, ce que je préfère, plutôt que d'aller picorer, c'est d'aller sillonner. On va aller sur un terrain qu'il apprécie. Il a passé du temps à regarder les élections américaines de l'année dernière, le deuxième mandat de Barack Obama. Très bien. Moi, ce que je souhaite, c'est de savoir, sur un terrain qu'il nous propose de travailler, quel est son niveau de connaissance en profondeur. Tout à l'heure, vous avez parlé de cette jeune fille un peu arc-en-ciel. Est-ce que vous êtes à la recherche de profils atypiques? Alors, c'est souvent la question qu'on nous pose. Existe-t-il un profil type? Finalement, c'est quelque part en creux un petit peu la question. Oui et non. Non, parce qu'effectivement, on n'est pas là pour recruter des clones, mais effectivement des profils diversifiés et qui, pour autant, doivent nous présenter ce que je pourrais appeler un dénominateur commun. Quels sont les éléments de personnalité qu'on va rechercher chez tous les candidats? Ils sont au nombre de 3. C'est une vivacité d'esprit. Vivacité d'esprit, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est on va observer la mécanique intellectuelle du candidat. Là, à nouveau, on ne parle pas de la connaissance, mais on parle bien de la façon dont il raisonne, dont il structure sa pensée, dont il structure ses réponses. Donc c'est ce que j'appelle la vivacité d'esprit. Est-ce que le candidat comprend les questions? Est-ce qu'il y répond? Ça peut paraître évident de répondre à une question, mais très souvent, je reprends un candidat qui dérive et à qui je dis mais quelle était la question? Il ne s'en souvient pas. Écoutez les questions, répondez aux questions de façon précise et concise, c'est ce que j'appelle la vivacité d'esprit. Deuxième dimension importante, profil type de candidat, c'est sa capacité à s'engager. Le candidat est-il un candidat actif ou passif? Et c'est à lui de nous démontrer qu'est-ce qu'il a fait sur des dimensions extrascolaires pour nous démontrer qu'il est acteur de sa vie, qu'il vit des expériences sur des domaines sportifs, artistiques. Puis enfin, dernière dimension, c'est l'humilité. Humilité, ouverture d'esprit, voilà 3 dimensions qui nous semblent effectivement constituer un petit peu le profil type. Alors, question qu'on se pose, une fois que le candidat s'en va avec la porte sur ferme, que se passe-t-il entre vous? Que se passe-t-il? Entre membres du jury. Voilà, que se passe-t-il? Effectivement, c'est ce qu'on appelle le débrief, c'est-à-dire qu'on va conforter nos avis et puis on va effectivement prendre une position sur le candidat qui n'est pas en l'occurrence un jugement de valeur, mais effectivement un jugement sur ses capacités à intégrer l'école, à conduire à bonne fin son cursus et en quoi cette école, celle de Dijon, peut servir son projet professionnel. Donc on va effectivement confronter nos avis et prendre une position sur le candidat. Et alors quand vous êtes en désaccord, qu'est-ce qui se passe? Le désaccord est assez rare. Il peut être effectivement
Ça peut être le cas au préalable, dans le début de la concertation avec le membre du jury. Et puis en fait, le débrief va durer un petit peu plus longtemps, où on va reporter le débrief en fin de matinée pour revenir et puis finalement conforter nos avis. Il arrive parfois effectivement que les avis divergent, mais finalement ils finissent par converger. Ça va nécessiter de la part des membres du jury un temps de restitution et de confrontation un petit peu plus long. Donc en fait, la note, la décision se prend presque à la fin. Enfin, Voilà, presque à la fin, si ce n'est que parfois on va retoucher un petit peu la note sur la fin de la matinée ou de la journée pour réajuster les candidats les uns par rapport aux autres. Mais en général, la note qui est posée après l'entretien est la note qui demeure. L'entretien a une durée. Est-ce qu'il est chronométré? Est-ce qu'on peut déduire que s'il a été plus long ou plus court, est-ce qu'on peut en déduire quelque chose? Il ne sera pas plus long ni plus court. 30 minutes, c'est 30 minutes. Là, c'est un autre principe qu'on se fixe, c'est le principe d'équité de traitement entre les candidats. Et c'est pas simple. C'est le rôle du président de jury de tenir la montre. C'est pas simple. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez parfois des candidats qui répondent en 10 minutes. 10 minutes, c'est bien trop long pour répondre à une question. Et quand vous avez posé 3 questions, les 30 minutes sont passées. Mais on a envie de continuer puisqu'on a abordé 3 questions. À l'inverse, des candidats vont vous répondre en 5 secondes. Il faudra traiter les candidats de la même façon et les tenir durant ces 30 minutes pour un principe d'équité. Alors, il y a une autre problématique que c'est du stress, il y a la timidité, alors, qui s'ajoute au stress. Comment on a une question sur la timidité? Est-ce que c'est rédhibitoire? Et finalement, quels conseils vous pouvez donner par rapport à ça? Alors, je pense que ce n'est pas du tout rédhibitoire. Ça me rappelle un moment assez fort que j'ai vécu là récemment lorsque j'étais allé sur Lyon pour préparer des candidats de classe préparatoire où j'avais en face de moi un candidat timide. Et timide, c'est un euphémisme. Je pense que ce qui peut servir le candidat, c'est de le reconnaître, qu'il est timide, effectivement. Je veux dire par là qu'à un moment donné, on va aborder la question un peu bateau, mais qui est quand même une question importante, des qualités et des défauts. Et trop souvent, les candidats n'osent pas afficher leurs défauts. Et je pense qu'un candidat timide doit le dire, doit le déclarer. On s'en sera rendu compte nécessairement un petit peu avant. Il doit le déclarer, mais doit aussi nous montrer comment est-ce qu'il gère cette timidité-là. Et je me rappelle de ce jeune-là, qui était timide. À nouveau, c'était un euphémisme, un manque de confiance en lui que j'avais rarement vu. Et il m'a dit, voilà, je suis timide, je manque de confiance, je travaille, j'avance. Et je me suis d'ailleurs inscrit, alors que personne ne m'y a obligé, à prochainement un concours d'éloquence. Je vois un candidat qui est conscient de ses faiblesses, mais qui les travaille. Donc un candidat timide ne va pas se transformer du jour au lendemain en un candidat très à l'aise. Par contre, là, il y a aussi des techniques. C'est gérer la respiration. Parce que finalement, on se rend compte très souvent qu'un candidat timide va se refermer, va être en apnée. Donc le fait de respirer, de ralentir sa vitesse d'élocution va aussi servir le candidat. Alors, on a une question de Ludovic qui nous demande les points forts de la pédagogie de l'USC Dijon, mais là, je le renverrai au début du live qui peut être pris. On a une autre question qui est un peu plus technique. On nous demande si une bonne prestation à l'oral peut bouleverser le classement des notes à l'écrit. Ah oui, bien sûr. Bien évidemment. Tout à l'heure, je l'ai évoqué en début de chat. Sur BCE comme sur admission parallèle, concours passerelle, l'entretien de motivation, c'est coefficient 20. C'est-à-dire coefficient 20, c'est un tiers des coefficients se joue durant cette demi-heure-là. On a des candidats effectivement qui vont décrocher un 18 à l'entretien et qui vont gagner 400, 500, 600, 700 places, 800 places, d'où la nécessité effectivement de s'y préparer. Alors une des dernières questions, parce que le temps passe vite, une question de Samantha qui nous dit mais comment transformer ses défauts en force? Vaste question. Ah bah, je pense que d'abord, ces défauts, pour les transformer en force, il faut les reconnaître. Je vous donne un exemple à ne pas faire en termes de défauts. Je suis trop perfectionniste. 80% des candidats nous disent être trop perfectionniste, ce qui est, de mon point de vue, un faux défaut. Transformer ces défauts en qualité, c'est d'abord oser, et rares sont les candidats qui l'osent, oser afficher ses défauts et dire qu'on les travaille. Je reprends l'exemple du candidat très timide que j'évoquais tout à l'heure, qui s'était effectivement affiché timide. On s'en était rendu compte, il nous l'a dit, mais très rapidement, il est passé sur le plan d'action. Progresser sur ses défauts, c'est d'abord en prendre conscience, et puis démontrer aux membres du jury qu'on travaille ses défauts et que l'on progresse. Tout à l'heure, j'évoquais une dimension quasi rédhibitoire qui est la malhonnêteté. Voire éliminatoire. Voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, cacher ses défauts, ses malhonnêtes, les afficher, c'est à la fois honnête et très courageux. Et rares sont les candidats qui sont courageux. Et le courage est, à mon avis, une vraie qualité. Dans votre fameux programme de 2 jours de préparation, oui. Il y a une ligne que j'ai retenue, c'est les inadmissibles. Voilà.
Alors c'est quoi ça, les inadmissibles? C'est qui? Les inadmissibles, c'est en fait la team d'admissibles, des admisseurs, notre équipe de 60 étudiants qui vont se livrer à des petites scénettes. Ils vont scénariser des moments des oraux qu'on appelle les inadmissibles. Donc ils vont, durant ces 2 demi-journées-là, il y aura un petit moment convivial où nos étudiants vont se prêter à scénariser à des moments de jury qu'ils vont faire vivre sur scène. C'est ce qu'on appelle les inadmissibles. Alors, on a une question d'un internaute qui vous dit: je suis intéressé par votre école, mais est-ce que vous pensez qu'une prépa me préparera mieux? Donc si je comprends bien, c'est un... Un peu compliqué comme question. Alors, je ne sais pas si c'est un candidat qui est au niveau du bac et qui se pose la question. Non, grosso modo, si je restitue bien la question, c'est un candidat qui est intéressé par votre école et qui dit: est-ce que le fait de faire une prépa à HEC m'aidera mieux à intégrer l'école, alors que je pourrais peut-être faire un bac plus 2 ou un bac plus 3 par ailleurs et venir par les AST, voilà. Parce que la prépa vraiment va mieux m'entraîner à l'oral et aux écrits. Même s'ils sont différents pour les AST, bien entendu. Aujourd'hui, et peut-être que ce chiffre va faire bondir un certain nombre de nos internautes, mais c'est conforme à la réalité. 68% des étudiants d'école de commerce sont issus d'admission parallèle. C'est une donnée qui peut paraître étonnante, mais qui est conforme à une réalité. Il y a 20 ans, 95% des étudiants étaient issus de classes préparatoires. Il se trouve que les écoles ont grossi et au-delà d'un recrutement de classes préparatoires, on recruté par admission parallèle des étudiants français, mais aussi internationaux. Il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. On a effectivement des candidats qui sont plutôt profilés pour une classe préparatoire et d'autres qui sont plutôt profilés pour une formation en BTS et en IUT. Et je pense que c'est la question que doit d'abord se poser ce candidat-là. Est-ce qu'il est prêt effectivement à aller vers un parcours post-bac dans la continuité du lycée, c'est-à-dire avec des cours de maths, d'histoire géo, de philo, de culture générale, avec une grosse masse de travail? Est-ce qu'il est capable d'attraper cette masse de travail-là et de poursuivre dans une continuité un petit peu logique de son terminal? Ou est-ce qu'il préfère partir vers d'autres champs et commencer déjà à toucher des enseignements qu'il aura en école de commerce? C'est le management, c'est le marketing, c'est la finance. Auquel cas, on va plutôt le conseiller d'aller vers une formation d'admission parallèle. Alors, encore 2 petites questions pour finir. On nous demande quelle est la barre d'admissibilité à l'ESC Dijon. D'accord, donc là il y a 2 barres puisqu'on est à la fois en classe préparatoire et en admission parallèle. Sur la classe préparatoire, on est à 7,6, ce qui est une barre dans la moyenne des barres pratiquées par les écoles. Et en admission parallèle, on est à 11 ou 12 en fonction de l'admission en passerelle 1 ou en passerelle 2. Alors, dernière question, puisqu'on parle justement de ces admissions sur titre, on va considérer que les prépas sont entraînés, ont un entraînement assez fort. Est-ce que vous conseillez finalement aux AST, donc ceux qui sont en BTS, IUT, FAC ou d'autres formations, est-ce que vous leur conseillez de faire une prépa avant de passer les écrits ou de faire les oraux? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent des prépas spécifiques pendant 15 jours, 3 semaines? Oui, je pense qu'ils peuvent se préparer aussi eux-mêmes. Je veux dire par là, travailler de façon un petit peu sérieuse la réponse à la question qualité-défaut, trait de personnalité, projet professionnel, motivation pour l'école, ça peut se faire aussi tout seul. Mais j'invite ces candidats-là à nous rejoindre sur nos 2 sessions donc de 2 journées caporales, les 24 et 25 mai. Je pense qu'ils ont tout intérêt à effectivement s'y préparer. Et l'ESC Dijon leur propose de s'entraîner les 24 et 25 mai. L'ESC Dijon, dans ce qu'il annonce, nous parle de différenciation, de montée en gamme. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Déjà, je pense qu'il est important de poser un diagnostic sur le monde des grandes écoles. C'est un monde qui a beaucoup bougé depuis maintenant 20 ans. Et aujourd'hui, la concurrence est particulièrement vive et c'est un marché qui est ouvert au sens où c'est devenu un marché complètement mondialisé. Et il y a 20 ans, les écoles étaient sur un marché beaucoup plus étroit, dans une situation quasi monopolistique. La concurrence est devenue vive et je pense que c'est un bienfait pour les écoles qui ont dû déployer un certain nombre d'innovations pédagogiques, mais aussi faire de véritables choix stratégiques. Et là, en la matière aujourd'hui, il s'en dessine 2 dans les grandes écoles. C'est la recherche de la taille critique d'une part, avec des effets de volume, et on assiste effectivement à des fusions assez importantes ces derniers mois, ces dernières années. Et nous avons fait un autre choix stratégique qui n'est pas mieux, qui n'est pas moins bien, mais qui est différent. C'est celui de la montée en gamme. C'est une orientation très clairement qualitative. Nous avons travaillé sur tous les axes du programme pour savoir comment nous pouvions
améliorer ce programme-là dans son contenu et également améliorer d'autres dimensions qui sont tout aussi importantes, qui sont celles de l'accompagnement des étudiants, à la fois en termes de développement personnel et d'orientation professionnelle. Donc c'est vraiment centrer tous nos moyens, non pas sur des effets de volume, mais sur des dimensions qualitatives pour monter en qualité sur la prestation pédagogique en salle de cours, monter sur la qualité des partenaires étrangers, monter sur le temps passé en entreprise. Tous les moments pédagogiques du cursus ont été revus pour effectivement nous centrer sur une montée qualitative. Tant mieux pour vos étudiants actuels et futurs. Vous parlez cette année d'un concours qui va marquer les candidats. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique ? Alors, je ne vais pas dévoiler ce qui va se passer au moment des oraux. C'est aux candidats de faire le pas et de nous rejoindre à Dijon, mais à l'instant, je le disais, on va monter en gamme. Monter en gamme sur le programme, c'est aussi d'abord envoyer un premier signal au moment du concours pour que le temps que le candidat va passer, qui sera non seulement le temps de l'oral, dont on parlera tout à l'heure, mais aussi le temps qu'il passera dans notre école et à Dijon, soit un moment d'exception et un moment marquant. Donc le candidat se rendra compte aussi de la montée en gamme au moment de l'accueil par nos étudiants à Dijon, par nos professeurs, par l'ensemble du staff. On souhaite faire vivre à nos candidats un moment fort dont on espère qu'ils le garderont en mémoire et qu'ils feront peut-être le choix de Dijon parce que ce moment-là aura été un moment particulièrement fort, mais je ne préfère pas dévoiler les éléments qu'on garde encore un petit peu secrets. Alors, une petite question encore sur le lycée Dijon. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure d'un monde des grandes écoles qui est en mutation, fusion, rapprochement. Et c'est vrai que quand on s'apprête à intégrer une grande école, on peut se poser la question, oui, mais ma grande école que j'intègre aujourd'hui sur des choix, sur des critères, est-ce qu'elle sera encore là dans 2 ans? Alors rapidement, est-ce que le lycée Dijon a des projets de rapprochement, de fusion? Vous allez continuer votre chemin tout seul? On est souvent questionné sur ce point-là. On est en partenariat fort dans le cadre d'une alliance avec Oxford Brookes University, une alliance qu'on a signée il y a 5 ans, parce que dans les effets de volume, vous avez effectivement plusieurs options stratégiques, qui est d'une part la fusion, l'absorption pure et simple, puis aussi d'autres modes qui sont des modes d'alliance. Et c'est le choix qu'on a fait avec Oxford Brookes University. C'est une université anglaise, une école de management anglaise, dans le top 20 en Angleterre, comme nous le sommes nous en France, et on a souhaité associer nos points forts, se compléter sur des domaines que ne couvrait pas l'un ou l'autre. Et si je prends un exemple pour le programme Grande École, nous allons ouvrir à la rentrée 2014 un MSI en finance, en associant les ressources pédagogiques d'Oxford Brookes University avec nos ressources pédagogiques. Il se trouve que ça constitue parmi d'autres nos domaines de prédilection respectifs, et on va s'associer pour mettre en place ce MSI qui sera là un MSI très clairement haut de gamme en collaboration avec Oxford. Marc Gibia, merci. Merci bien. Bonsoir et à bientôt pour d'autres lives.